Réco, un funeste destin. Rocco, d'ailleurs, qui persiste à affirmer son innocence, a quitté le cabinet du juge dans le fourgon. Mon enfant, il est innocent. Un même assassin, Joseph Thomas Réco, 46 ans. Et 3 employées féminines ont été tuées par balle. Je suis innocent à 100%. Je suis victime d'ignoble et d'abominable machination. Je suis le bouc émissaire idéal. Insulte envers la famille Réco, insulte envers les avocats, inquiet, et il y a quoi? Tommy Réco a un frère qui lui aussi est accusé du meurtre d'une touriste en Corse. Les Réco, des pêcheurs de Propriane depuis 6 générations. Une légende dit qu'une malédiction pèse sur cette famille. Un fils empoisonné en bas âge, un deuxième mort dans un accident de voiture, un troisième abattu par son beau-frère, un quatrième assassiné, un cinquième qui finira sa vie en prison après avoir tué 2 touristes, un petit-fils tué par un proche et enfin Tommy. 2 fois condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Une première fois pour le meurtre d'un garde-pêche, une deuxième fois pour 2 triples meurtres. 3 caissières dans un supermarché à Béziers, une fillette de 11 ans, son père et leur voisin à Carqueiranne. Pour la première fois, le fils de Tommy Réco se confie. Il n'a pas souhaité changer de nom par respect pour les autres membres de sa famille. Comment vit-on avec cet héritage? Nous l'avons rencontré à Propriane. Santa Maria Figaniello, sur les hauteurs de Propriano. Le refuge de Paul-Louis Réco, le fils de Tommy Réco. Ici, dans le village de sa mère, il a toujours retrouvé une certaine sérénité. Professeur d'art plastique, artiste, il peint et repeint le monde en couleurs pour oublier ses souffrances. Il a offert ce Saint-Jean-Baptiste à la paroisse. Il fallait que je le fasse, c'était plus fort que moi, c'était au fond de moi-même, comme pour dire pardon à tout ce qui s'est passé, pardon, voilà, pour exorciser tout ça, toute cette souffrance. Mais je ne la traduis pas, la souffrance, ici, au contraire, j'essaye de montrer le beau, de montrer la lumière, voilà, essayer de montrer le maximum de choses, et le noir, je l'abolis. C'est une couleur que je ne mettrai pas. Dans aucun de mes tableaux, il va y avoir du noir. Je fais du noir avec mes couleurs, je les mélange, mais jamais de la vie mettre une couleur pure noire. Non. J'essaye de m'extérioriser. Quand je peins, je voyage, je pars, je suis dans un autre monde. Et puis ma tendre enfance jusqu'à maintenant, et c'est ça qui m'a maintenu aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a eu que la peinture. J'ai eu quand même beaucoup d'amis qui m'ont entouré, qui m'ont permis de me forger, de surmonter tout ce malheur que j'ai eu autour de moi. Voilà. Paul-Louis grandit à Propriano. Il vit avec ses parents. La belle Gisèle a succombé au charme du séduisant Tommy. L'enfant a 4 ans lorsque son père commet son premier meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Vous ne saviez rien, c'est ça? Je ne savais rien du tout. Quand on est enfant, on ne comprend pas trop. On va dire, ton papa est parti, il va revenir. Il revient quand, papa? Oh, il fait le tour du monde, il voyage, il va revenir bientôt, ne t'inquiète pas. Et je l'ai appris, j'avais 10 ans ici. C'est un vieil aveugle du village qui m'a dit « Coco, Vénia, je vais te dire quelque chose. Il faut que tu le saches. » Moi, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Je dis « Tu sais, tu es le fils de Réco, Tommy Réco. Il a tué des gens, il a tué une personne à Propriano, comme ça et comme ça. » Alors là, je crois que le ciel m'est tombé sur la tête. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je dis « C'est pas possible. » Je suis parti dans le maquis, j'ai pleuré de tout ce que j'ai pu pleurer, de toutes les larmes de mon corps. C'était atroce, c'était atroce. Il ne l'a pas su pendant plusieurs années.
Ce 28 octobre 1960, le village de Propriano est consterné. Le garde-pêche Joseph Casabianca n'est pas rentré, les gendarmes le recherchent. La nuit est tombée, il retrouve sa moto. Le garde-pêche est allongé sur la plage, tué d'une décharge de chevrotine, la tête écrasée par une pierre. C'est un brave homme qui est garde de pêche, dont on dit qu'il d'ailleurs il n'est pas très sévère à l'époque, hein, pour faire respecter la réglementation sur la pêche. Donc on ne comprend pas. Donc les gendarmes, ils ont cette histoire de fusil qui effectivement semble appartenir aux Réco. Les Réco, une famille de pêcheurs qui vit dans cette cabane au bord de l'eau. Ils possèdent un fusil de couleur verte, comme les débris retrouvés près du corps. Les gendarmes soupçonnent l'un des fils, Joseph Thomas, Tommy Réco, connu pour pêcher à la dynamite. Ce jour-là, il était à la pêche avec son frère. Si Tommy Réco a vraiment assassiné M. Casabianca, eh bien, son frère, bien sûr, ne peut être qu'au courant. Et les gendarmes vont le cuisiner. Et le jeune Réco, le frère de Tommy, va finir par s'effondrer devant les gendarmes et va raconter ce qui s'est réellement passé, enfin en tout cas sa version à lui, selon laquelle Tommy a été surpris et effectivement a assassiné le garde-pêche avec son fusil, puis a jeté le fusil et ils sont rentrés. Tommy est arrêté. Il avoue, puis se rétracte. Son procès s'ouvre. L'avocat général requiert la peine de mort. Il en échappe. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour la famille Réco, les malheurs vont se multiplier. Toussaint Réco, corailleur du Valenco, premier prud'homme pêcheur de Propriano n'est plus. Victime non pas comme on l'appréhendait d'un accident de plongée profonde, mais d'un absurde coup de feu. En prison, Tommy apprend la mort de son frère Ernest Toussaint, un plongeur légendaire. Un corailleur doué de capacités exceptionnelles, filmé par l'équipe du commandant Cousteau. Quand on fait des plongées aussi profondes, on remonte suivant des paliers. Et ces paliers sont calculés grâce à des tables de la marine. Et donc il faut s'y fier. Quand on est sous l'eau, on dit à telle profondeur, je dois rester tant de temps et tout ça. Lui, il ne faisait pas ça. C'est-à-dire qu'il faisait qu'avec son instinct, ses sensations, par rapport à ce que la mer lui disait. Et donc, il n'a jamais eu d'accident, peut-être des micro-accidents qui font qu'il avait des fois mal au genou, mais il n'est jamais mort de ça. Alors que beaucoup de plongeurs sont vraiment morts, même en respectant les choses. Ça veut dire qu'il se connaissait, il connaissait la mer et qu'il avait une condition physique et physiologique vraiment hors norme. Et c'est un facteur commun chez les Réco. Même chez Tommy Réco, qui était un nageur de combat pendant l'armée, qui a été médaillé, il y avait cette faculté physique hors norme. C'était des athlètes, quoi. Et ils étaient au-dessus de tout. Ernest Toussaint rentre chez lui après une plongée. Son beau-frère est là. Une dispute éclate et dégénère. Toussaint va être tué sans qu'on sache exactement ce qui s'est passé par son beau-frère. Une querelle familiale, quelque chose semble-t-il d'assez secondaire, qui va se terminer par des coups de fusil et Toussaint abattu. 3 ans plus tard, le petit frère Pierre, celui qui avait dénoncé Tommy, rentre au port. 2 hommes l'attendent sur le rivage et l'abattent. Certains, bien sûr, ont émis l'hypothèse d'une vendetta. Les gendarmes l'ont très vite écarté, cette hypothèse. Et puis d'autres ont émis l'hypothèse que peut-être il s'était mis à fréquenter
dans le milieu de Propriano des personnes, des voyous, et qu'il a été victime dans ce cadre-là d'un règlement de compte. C'est une époque où il y a beaucoup de règlements de compte à Propriano. Après ces drames, la famille Réco apprend une bonne nouvelle. Le 7 novembre 1977, après 17 ans de prison, Tommy Réco obtient une libération conditionnelle. Il est libre et travaille à Marseille. Il vient d'obtenir une libération conditionnelle. Vous, en tant qu'avocat, est-ce que cela a suscité chez vous des interrogations? Interrogation essentielle, non pas, parce que la mesure d'aménagement de peine, c'est quelque chose de classique. Il a fait 17 ans de détention. Il était chef de la chorale à Clairvaux. Il avait des rapports de l'administration pénitentiaire particulièrement élogieux. Il intervenait quand il y avait des mutineries pour venir prêter main forte aux gardiens de l'administration pénitentiaire. Et en plus, il a un projet professionnel cohérent. Donc, qu'il bénéficie d'une mesure d'aménagement de peine à l'époque, c'est l'application de la loi. Fin 79, 2 jours avant Noël, un drame éclate à Béziers. Un hold-up s'est produit vers 13h au Mammouth de Béziers. Et 3 employées féminines ont été tuées par balle. L'enquête continue. Au supermarché Mammouth, 3 caissières comptent la recette du magasin dans la salle des coffres. Elles sont tuées d'une balle dans la nuque. René Chamaillou, 28 ans, célibataire. Josette Alcaraz, 27 ans, célibataire. Et Sylvette Morel, maman d'une petite fille de 6 ans. Je suis arrivé, ça devait être dans les 19h à Béziers, sur le parking du magasin. Et bien sûr, il y avait une effervescence, les pompiers, la police. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit non, mais elles ne sont plus là. Et je suis allé chercher ma femme le 24 décembre au soir à la morgue. Et le jour de Noël, le 25, chez moi, j'avais un cercueil. Voilà. Le tueur est parti avec 400 000 francs. Il devait connaître une des victimes, car la salle des coffres, où se trouvaient les caissières, était fermée. Simplement, la caissière a été braquée et a fait de ce fait, elle a dû être amenée à faire ouvrir les portes de l'intérieur par ses collègues. L'enquête piétine. 3 semaines plus tard, une tuerie a lieu à Carqueiranne, près de Toulon. 3 personnes ont été tuées à Carqueiranne, dans le Var. Parmi les 3 victimes, une petite fille de 11 ans, Sandrine Le Goff. Le triple meurtre a été accompli d'une manière particulièrement sauvage. Dans une villa d'un lotissement, la petite Sandrine Le Goff téléphone désespérée au centre pour handicapés où travaille sa mère. Il y a quelqu'un qui veut du mal à papa. C'est le cousin de René. C'est la directrice du centre qui a reçu l'appel. Elle alerte le voisin, il se rend chez les Le Goff. Lorsque les gendarmes arrivent dans la maison, ils découvrent 3 cadavres. La petite fille entendra des bruits et aura le temps de passer un coup de fil en disant c'est le cousin d'eux. Elle a donné un indice qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à Tommy Réco. Les gendarmes disposent d'une piste. Le cousin de René n'est autre que Tommy Réco. Il est interpellé à Marseille. En garde à vue, il avoue. Un gendarme réussit à le faire parler. Mais quelques jours plus tard, Réco se rétracte. D'autres éléments à charge arrivent dans le dossier. Un trousseau de clés de la maison des victimes est retrouvé chez Tommy Réco et sur les chaussures de l'accusé, un échantillon de boue provient de la terre de la villa des Le Goff. La balistique va permettre de rapprocher la tuerie de Carqueiranne à celle de Béziers. Sur Carqueiranne, le dossier est pratiquement verrouillé et on a déjà établi que entre Carqueiranne et Béziers, il y a un lien. C'est déjà la même arme qui a tiré, avec les mêmes projectiles. Et on sait aussi que Réco était lié avec la famille
des victimes de Carqueiranne. Il avait des relations étroites. Et qu'il avait aussi un lien étroit avec le mammouth de Béziers, où, du fait de son travail, il allait livrer du matériel de plongée. Les balles tirées proviennent de la même arme, un Smith & Wesson. Vous vous rappelez l'effroyable crime commis en décembre à Béziers, 3 employés de l'hypermarché Mammouth froidement assassinés dans les sous-sols. Le juge d'instruction Chevalier vient d'inculper Joseph Récaud, 45 ans, déjà poursuivi dans une autre affaire, celle du triple meurtre de la villa de Carqueiranne, dans le Var. Le portrait de Tommy Récaud est publié dans les journaux. Un témoin va se présenter au commissariat de Béziers. Un témoin qui se manifeste, qui s'appelle Monsieur Maffre. Ce Monsieur Maffre est client du supermarché Mammouth Béziers et il était présent le jour des faits tragiques qui ont secoué la vie de cet établissement. Et il dit qu'il est formel. Selon lui, Tommy Récaud, dont la photo a été publiée dans la presse, était bel et bien présent au Mammouth Béziers au moment des faits, et l'élément caractéristique qui lui permet d'asseoir sa certitude, dit-il, c'est ce regard très particulier, bleu, océan, qui caractérise Tommy Récaud. Et il dit, ce regard m'a d'autant plus marqué qu'au sein de ma famille, j'ai une personne qui a des yeux de cette couleur. Joseph Récaud, l'auteur présumé des triples meurtres de Béziers et de Carqueiranne, a été entendu une nouvelle fois ce matin par le juge Chevalier de Béziers. Il a été notamment confronté à un témoin qui faisait ses courses au magasin Mammouth le jour du triple meurtre, et ce dernier a déclaré avoir reconnu Récaud à 100%. Après avoir été confronté au témoin, Tommy Récaud sort du palais de justice. Il clame son innocence. La foule se met à hurler et s'en prend aux avocats. Il y a des coups de pied, des coups de poing qui partent. Moi, je me trouve à ce moment-là. Je vais d'ailleurs, je crois, saisir pour nous protéger, pour protéger Paul Lombard, une perche ou quelque chose d'un caméraman qui est par là. Et on va essayer donc de repousser cette foule avant que le service d'ordre reprenne le contrôle de la situation. Tommy Récaud est présenté comme le coupable des tueries de Béziers et de Carqueiranne. Les éléments l'accablent, mais il affirme être innocent. Pour le fils de Tommy Récaud, c'est une plongée vers l'abîme. Alors en face, vous voyez la maison des pêcheurs de la famille Récaud. Et oui, ici, avant, il y avait la plage, quoi, parce qu'on était petits, remplacés par des quais. Mais ils ont gardé l'esprit, quand même, du ponton du grand-père. Il y avait un ponton en bois tout le long, là. Et ils amarraient leur barque ici. Voilà, et ce qui reste encore de l'ensemble des petites maisons de pêcheurs, oui, c'était des baraques. De sa cellule, Tommy Récaud demande à son fils de se rendre à Marseille pour prouver qu'il a un alibi. J'ai appris à Sète encore un drame. Récaud dans les journaux, on a trouvé l'assassin de Béziers, on a trouvé l'assassin de Carqueiranne. Enfin, celle-là, c'était un choc terrible, terrible.
Il m'a dit, va à Marseille voir une telle personne, j'étais avec elle le jour de ces meurtres, on m'accuse, j'étais avec elle, ça pouvait pas... Et finalement, cette personne qui était une amie de la famille m'a dit, si Tommy avait été là, j'aurais tout fait pour le sortir de là. Mais malheureusement, il n'était pas avec moi. Elle était croyante, elle aussi, comme moi, je suis très croyant. Et de mentir, c'est quelque chose d'insupportable, ça, de raconter des... Là, je n'ai pas pu finir mon service militaire, j'étais accablé. Heureusement, là encore, j'ai eu des amis du milieu étudiant corse qui m'ont soutenu. Je me suis réfugié à Aix. Ensuite, je suis revenu au village. Ensuite, je suis reparti terminer mes études à Aix. Et là, c'est là qu'il y a eu à Aix qu'il y avait le fameux procès à Toulon, quoi. Son père a tué 6 fois. Le fils de Tommy Recco va tenter de mettre fin à ses jours. Là, pendant le procès, oui, là, c'était tous les jours à la télévision, Là, j'en pouvais plus. Là, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'étais dans la chambre étudiante, j'avais une petite bouteille de gaz, j'avais fermé la porte et j'avais tout fermé. Et j'ai mis le gaz, je m'étais allongé sur les lits, je vais mourir. Et c'est là que des amis étudiants sont rentrés, en sentant le gaz dans le couloir. La porte n'était pas fermée à clé, je n'avais pas fermé à clé. Ils sont rentrés, ils ont jeté la bouteille, ils ont fermé la bouteille, et ils m'ont sauvé la vie. Là encore, j'ai eu une solidarité terrible. Et là, ils ne me quittaient plus, mes amis, ils ne me lâchaient plus. Et ils étaient capables de faire encore une autre bêtise. Mais là, je me suis encore accroché. Mais enfin, avec le talent que tu as, tu chantes, tu es artiste, remonte-toi, tu as tout pour réussir dans la vie. Et il ne faut pas te laisser. Hein. Tourne une page et essaye de faire autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Mais avant le procès de Tommy, le nom des Recco va de nouveau faire la une des journaux. C'est ce matin à 4 heures à la caserne Battesti d'Ajaccio qu'Antoine Recco est passé aux aveux. Ici, à Propriano, l'annonce de son inculpation n'a guère surpris. Antoine Recco, le frère aîné de Tommy, est arrêté en août 82 après le meurtre de 2 jeunes touristes. En septembre 1981, Geneviève et Isabelle, âgées de 21 ans, sont en vacances à Propriano. Elles sont invitées par Antoine à faire un tour en bateau. Elles ne reviendront pas. Furieux de leur résistance, le pêcheur les a étranglées, a lesté leur corps, puis les a jetées à la mer. C'était des vacancières qui venaient là pour passer un été corse, hein, comme on peut l'imaginer, hein, dans le soleil, dans la mer, dans le bonheur. Et puis, la fatalité a mis sur leur chemin cette monstruosité criminelle. Et dans cette espèce de nonchalance des vacances, hein, où tout paraît gentil finalement, hein, elles se sont laissées prendre au piège de Recco. Les enquêteurs retrouvent un témoin, un touriste allemand. Il affirme avoir aidé Antoine à jeter la moto des 2 jeunes filles à la mer. Antoine Recco sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Parce que de voir mes enfants en prison au cimetière, c'est pas une mère qui est contente, un père. Et ses frères et sœurs. S'ils étaient méchants, j'aurais dit de moi-même, ils sont méchants. Mais quand on est trop gentil, qu'on est mal récompensé comme ça, on ne peut pas le supporter. Chez les Recco, Micheline, Mama Recco, n'a jamais quitté le deuil. La famille se bat dorénavant pour l'innocence de Tommy et Antoine. Les Recco, une famille de pêcheurs depuis 6 générations. Les meilleurs de la région. Ils sortent pêcher par tous les temps. Les nasses et filets sont souvent pleins de rouget ou de langoustes.
Ils avaient un bateau qui était très joli, s'appelait Notre-Dame du Grand Retour, avec une voile, on avait la latine, et la belle barca. Ouais. Et c'était la pêche d'avant, hein, comme de partout, hein, Targès, Ajaccio, de partout. Hein. Et ils sortaient par tous les temps. Par tout le temps, hein, ouais. Il me racontait de ces choses que maintenant, moi, j'en ai fait aussi, j'ai pris du gros temps. Mais si je suis pris dans de gros temps, j'affronte, mais je ne vais pas. Est-ce qu'ils y allaient, bon, ils avaient la force, hein, tous. Hein. Et après, c'est comme on est fait, hein, comme on est conditionné à la pêche et tout. Hein. Après, c'est une force de caractère, de tout. Hein. Dans cette cabane, les drames se sont enchaînés. 2 fils sont en prison et Mama Reco a perdu 5 enfants. Ernest, Toussaint et Pierre ont été tués. Jean-Marie est mort à l'âge de 8 mois d'un empoisonnement alimentaire. Paul-Louis a perdu la vie dans un accident de voiture. Francine s'est brisé la nuque dans les escaliers. Une légende dit qu'une malédiction a frappé cette famille. Il y a fort longtemps, sur la plage de Propréane, vient s'échouer une tortue marine géante. Tous les villageois sont là à l'admirer, à la regarder. Ils ont une seule préoccupation, rejeter cette tortue qu'ils considèrent comme un animal divin dans l'eau. Sauf le père de Tommy Reco. Celui-ci sort de la cabane, il a une scie à la main, il coupe la tête de la tortue. La légende va dire qu'à ce moment-là, des larmes ont perlé des yeux de la tortue. Et il va éviscérer cette carapace et se servir de la carapace de la tortue comme berceau des Reco. Et Tommy Reco aura été, c'est le cas de le dire, bercé dans la carapace de la tortue. De là, la légende qui consiste à dire qu'à partir de là, tout est allé à volo et qu'une malédiction inexorable s'est abattue sur cette famille. Reco, un nom lourd à porter, et pourtant. Là, c'était l'endroit où on se réunissait, on se retrouvait un peu après la pêche. Et ils venaient là, on discutait, surtout les dimanches, on se retrouvait ici. C'était très agréable. Et là, cette petite maisonnette, c'est là où il y avait il y avait les frigos, ils mettaient leurs poissons et tout là ici. L'entrée était ici, oui. L'entrée était là, regardez. Voilà, on rentrait ici. Et oui. Voilà, on rentrait ici, c'était la maison, on appelait ça la maison du bon Dieu. La porte était toujours ouverte, il y avait toujours un café pour quelqu'un, tout le monde s'arrêtait, c'était un endroit agréable. La mère de Paul-Louis propose à son fils de changer de nom pour ne pas avoir à subir les noirceurs des crimes de son père. Au départ, j'étais réticent parce que finalement, ce nom, je le portais, on me connaissait sous ce nom-là. Et puis, pour moi, j'avais fait des recherches. C'était quand même une famille, malgré ce drame. Il y a eu des grands navigateurs comme Nicolas d'Arec au XIVe siècle, qui a été un grand amiral de la flotte portugaise, qui a découvert les îles Canaries. J'avais fait plein de recherches là-dessus, sur cette famille. Ça, c'était au XIVe siècle. Au XVIIIe siècle, il y a eu l'abbé Reco qui a appris à lire et à écrire au petit Napoléon. Il y a plein de grands personnages comme ça dans cette famille qui ont fait qu'il y avait tout un passé. Donc, j'allais rayer ce passé. Je partais à zéro, quoi, je veux dire. Donc, il fallait maintenir ça. J'ai dit non, je suis un Reco, je resterai un Reco. « 21 ans après sa première condamnation, le 6 juin 1983, le procès de Tommy Reco s'ouvre devant la cour d'assises de Draguignan.
Devant le palais de justice, des manifestants demandent le rétablissement de la peine de mort. Tommy Recco fait son entrée dans le box. Ses cheveux ont poussé. En prison, on l'appelle Geronimo. Je suis innocent à 100%. Je suis victime d'ignoble et d'abominable machination. Je suis le bouc émissaire idéal. Ça, je demandais, allez-y. Et allez-y, hein. Et soyez raisonnable. Hein. Ne parlez pas à tort et à travers. Ne dites pas votre honneur à tort et à travers. Mais allez-y. Mais monsieur le Président, je suis innocent. Hein? Alors, monsieur, je suis vraiment le chemin de la foi. Hein. Je suis innocent tant que comme il était notre Seigneur Jésus-Christ. Et allez-y, hein. Et soyez raisonnable. Hein, Recco accuse les gendarmes de l'avoir torturé pour lui extorquer des aveux. À l'occasion de l'appel des témoins, les gendarmes qui ont mené cette enquête sont venus en tenue et Tommy Recco avait préparé en prison des planches avec des articles qui concernait cette affaire qui avait fait énormément de bruit à l'époque, celle des Irlandais de Vincennes, où des gendarmes s'étaient permis quelques libertés coupables avec le code de procédure pénale. Et Tommy Recco avait, à l'annoncer de l'arrivée des gendarmes, sorti ses photos de la gendarmerie, ses articles en disant « Vous voyez ce qu'est la gendarmerie française ». Et vous voulez que l'on me maintienne dans les liens de l'accusation sur une enquête qui a été bâclée par des personnages douteux. Dans la salle, c'est l'effervescence permanente. La mère de Tommy Recco, qui défend son fils, est prise à partie par les familles de victimes. Le procès devient un spectacle. Il va avoir un comportement tellement insupportable que à un moment donné, je crois que c'est l'époux de l'une des victimes de Béziers va lui jeter une chaussure à la figure. Il y a toute une mise en scène christique de la part de Tommy Recco. Il a les cheveux très longs, il est souvent les bras en croix. Et quand je commence à plaider, inspiré sans doute par Dalila, il chantonne parole, parole, parole. Bon, ce qui n'a absolument pas pour effet de me perturber, hein, bien au contraire. Mais on se rend compte que il est dans une espèce de dérision morbide. Hein. Peut-être veut-il donner l'impression qu'il est fou, je sais pas. Durant le procès, on s'interroge. Tommy Recco est-il sain d'esprit ? Est-il accessible à une sanction pénale? Pour les psychiatres, la réponse est oui. Ses avocats vont tenter de dire le contraire. Cet homme s'identifiait à Jésus-Christ. Cet homme tenait des propos incohérents. Et le regret principal que j'ai au travers de cette affaire Recco, c'est que l'on n'ait pas suffisamment creusé sa personnalité, notamment sur le plan psychiatrique. Les experts psychiatres de l'époque ont examiné Tommy Recco. Ils sont formels. Il ne souffre pas de trouble mental, mais il fonctionne sur un double registre. Alors, double registre, c'est-à-dire qu'il est décrit par un certain nombre de personnes comme aimable, séduisant, séducteur, le cœur sur la main, très à l'aise, alors que par ailleurs, il commet des actes, il a été condamné pour cela, même s'il les nie, d'une cruauté, d'une violence et d'une soudaineté absolue. Et on a du mal à joindre les deux bouts. Cet homme présente dans sa façon de voir les choses deux aspects.
une personnalité chatoyante, joviale, aimable, capable de traverser pour qu'une personne âgée soit en sécurité, et en même temps quelqu'un dont les psychiatres nous diront qu'il présente aucune empathie envers les victimes et qu'il a une indifférence majeure à la notion de mort. Tommy Recco est-il un tueur en série? 7 meurtres et à chaque fois, le même scénario. Il tue lorsqu'il est démasqué. Ça n'est pas un tueur en série. Il ne se présente pas comme un tueur en série parce qu'un tueur en série tue avec un espace de temps entre ses crimes et il ne tue pas à la suite d'une frustration parce que la situation ne répond pas à ses attentes. Ce qui semble être le cas de Tommy Recco. Donc on a affaire à autre chose. Et ce qui frappe en effet, c'est qu'à chaque fois, il est confronté à une situation qui le démasque, ou qui risque de le démasquer, qui voulait, faire disparaître les témoins. Il m'est arrivé d'expertiser des grands criminels qui tuaient tous ceux qui, au fond, se mettaient sur leur chemin. Un petit peu comme on écrase une mouche. Ça, c'est pas des tueurs en série. Ce sont des gens qui, au fond, suppriment tous ceux qui leur font obstacle, à un moment ou à un autre. Devant ses juges, Tommy Recco ne cesse d'invoquer sa foi chrétienne. L'avocat général n'y croit pas. Dans son réquisitoire, il lui rappelle les 10 commandements, dont tu ne tueras point. Il requiert la réclusion criminelle à perpétuité. Moi, mon rôle, c'était de parler de l'homme, de dire comment il avait été élevé, dans quel climat, ce mysticisme, cette religiosité, cette vie rude, et d'essayer de démontrer que c'était peut-être des crimes barbares, mais que c'était finalement un homme ordinaire, et qu'à ce titre-là, cette notion qui était très importante, qui se cache derrière le masque, c'est ça qui m'a motivé à l'époque. Faire émerger un petit peu cet élément d'humanité pour démontrer que, quels que soient les crimes qui lui étaient reprochés, c'est pas un monstre, c'est un être humain avec incontestablement ses forces, ses faiblesses et ses échecs. Il n'y a donc pas eu de coup de théâtre aux assises de Draguignan, mais il ne pouvait pas y en avoir tant le public connaissait bien la fin de la pièce. Perpétuité, le verdict a été applaudi par l'assistance, tandis que la mère de l'accusé clame son indignation et que l'épouse hurle « Vous venez de condamner un innocent ». Perpétuité pour Tommy Recco, mais simple, sans peine de sûreté, elle n'existe pas à l'époque. Parce que je le dis bien aujourd'hui, Recco fera mal encore. Parce que je vous dis une chose, c'est que le jour où ma femme est rentrée, comme on dit, dans le caveau, je lui ai dit, je te vengerai. Que ça ne déplaise à qui que ce soit, si Recco un jour retrouve la liberté, voyez, je m'en cache pas, je ne suis pas un tueur, je ne suis pas un assassin, mais croyez-moi, je ne lui laisserai pas un jour de liberté. Même dans 18 ans, si, comme on dit, j'ai les pieds sur terre, j'irai au-devant de Recco. 35 ans plus tard, Guy Morel compte bien respecter son serment. Vous pensez toujours la même chose aujourd'hui ? Je pense à la même chose et je confirme aujourd'hui. C'est le cœur qui parle et le serment, il est toujours là. S'il sort, je risquerais personnellement de m'occuper de lui. Le mari, inconsolable, entend bien que cette perpétuité soit réelle. Puisque la perpétuité, comme je l'ai dit et redit, moi, on m'a toujours fait comprendre que c'était pour toujours autant que durera la vie d'un homme. Là, aujourd'hui, où il a mis toutes ses victimes, Mademoiselle Le Goff, Monsieur Le Goff, Monsieur Coutrix, mon épouse Sylvette Morel, Josette Alcaraz et René Chamaillou, c'est un devoir de mémoire, cet homme-là, où il les a mis et où elles sont. À 27 ans, elles n'avaient pas le droit, elles étaient à leur travail. Tommy Recco est-il dangereux? Doit-il passer le reste de sa vie en cellule? En France, 3 détenus purgent une peine de perpétuité incompressible. Tommy Recco a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité simple, qui ne signifie pas toujours
la prison à vie. Pour les personnes qui ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, il n'y a en réalité pas de mi-peine, mais un temps d'épreuve, un délai d'épreuve dont on parle, qui pour les personnes qui ont été condamnées postérieurement à 2005 est de 18 ans, et pour celles qui ont été condamnées antérieurement donc à 2005 est de 15 ans. Après un délai de 15 ans, qui peut aller jusqu'à 22 si on est récidiviste comme Tommy Recco, on peut demander une libération conditionnelle. En ce qui concerne les personnes qui ont été condamnées, comme c'est le cas pour le condamné en particulier qui vous intéresse, à une peine de réclusion à perpétuité, il y a en plus un certain nombre d'étapes à respecter ou de phases à respecter qui sont notamment une ou plusieurs expertises psychiatriques, en plus du projet qui est présenté lui-même par le condamné, une expertise ou plusieurs donc, qui sont requises, qui sont ordonnées, et puis également un avis d'une commission pluridisciplinaire et l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui vont, après plusieurs semaines d'évaluation, former cet avis. Alors cet avis est consultatif, il ne lie en aucun cas, bien sûr, la juridiction qui est saisie d'une demande d'aménagement de peine. Aujourd'hui, Tommy Recco purge sa peine au centre de détention de Borgo. Après 55 ans de prison au total, il a fait en tout 5 demandes de libération conditionnelle. Plus de 50 ans de prison, un record absolu en la matière, à 84 ans. Est-ce que l'on peut considérer qu'il a payé sa dette à la société? Les parties civiles, ce que je peux comprendre, ne le pensent pas. Pour ma part, j'ai tendance à penser que cette demande d'aménagement de peine, elle était fondée sur le fait qu'il veut mourir en fait dans son lit. 84 ans, on sait que son espérance de vie est extrêmement limitée. Il y a peut-être chez lui, pour ceux qui croient à quelque chose, la volonté de se mettre en paix avec sa conscience. Est-ce qu'on doit considérer que quand on a déjà une vie qui est réduite à moitié depuis longtemps, il ne s'agit pas d'innocenter, de pardonner, mais de permettre à cet homme, au crépuscule de sa vie, quelque part, de mourir libre. La dernière demande de libération conditionnelle de Tommy Recco est déposée en 2016. Comme il le fait à chaque fois, Guy Morel a fait le déplacement à la prison pour s'opposer à sa sortie. Je suis venu aujourd'hui pour faire voir à M. Recco que je n'ai pas peur de lui et qu'il est très dangereux, je le sais très bien, et qu'il arrête son cinéma de dire qu'il est malade. Il n'est pas plus malade que qui que ce soit. C'est parce que vous demandez aussi... Et je demande qu'il nous verse en tant que partie civile les indemnités. Le tribunal de l'application des peines, puis la cour d'appel de Bastia ont rejeté la demande de libération. Selon le jugement, les différents rapports n'ont mentionné aucun travail de remise en question et concluent à la persistance d'une dangerosité. Il peut y avoir une opposition à la demande de libération conditionnelle qui est effectuée s'il existe un risque de récidive et par ailleurs s'il existe un risque de trouble à l'ordre public en lien précisément avec la remise en liberté qui est souhaitée. Et au cas d'espèce, ces deux arguments ont effectivement été relevés pour s'opposer à la demande de libération conditionnelle qui avait été formulée. Elle a été rejetée pour plusieurs raisons. Première raison, sa posture. Je suis innocent à 100% comme l'était le Christ Jésus-Christ. Première démonstration. Deuxièmement, absence d'indemnisation des parties civiles. Troisièmement, risque éventuel de récidive, même à 84 ans. Et puis aussi, il faut le dire, trouble à l'ordre public en cas d'élargissement. Les décisions de justice pointent, je reprends les termes, l'émotion considérable suscitée par les crimes qui lui sont imputés dans l'opinion publique et la souffrance des victimes.
le plus vieux détenu de France, garde l'espoir de sortir un jour. Mais il ne pourra pas déposer de demande de mise en liberté avant 2 ans. C'est vrai qu'il peut régulièrement les déposer, ces demandes de mise en liberté. Et régulièrement, la souffrance des familles se réouvre. Régulièrement, cette plaie suintante est encore réouverte. Régulièrement, on reparle et on doit se confronter à nouveau à la justice. Et c'est extrêmement difficile pour les familles de victimes. Donc, c'est ce qu'a souhaité faire la Cour d'appel en interdisant à Tommy Recco de pouvoir déposer une demande avant 2 ans au moins. Nous attendons maintenant l'arrêt de la Cour de cassation qui, nous l'espérons, ne cassera pas l'arrêt rendu. Pour ma propre sécurité et la sécurité d'autres citoyens, parce qu'encore, je me répète, M. Recco est dangereux. Donc, quel intérêt aujourd'hui on a à s'occuper de lui pour une libération conditionnelle? Puisque la perpétuité, comme je l'ai dit et redit, moi, on m'a toujours fait comprendre que c'était pour toujours, autant que durera la vie d'un homme. Après plus d'un demi-siècle de prison, Tommy Recco continue de clamer haut et fort son innocence. Chaque jour, il envoie des lettres à son fils, à sa famille, à ses amis. Il m'écrit très souvent, il aime écrire. Il m'envoie très souvent des photographies d'images pieuses. Il a pour habitude de me souhaiter régulièrement bonne journée. Et ses correspondances sont toujours dans la même direction. Il attendait beaucoup de cette demande d'aménagement de peine qui a été rejetée. Par le biais de son avocat, il nous a fait parvenir un message. Je vous le jure, sur la Sainte Bible, qu'ils ont tous menti, sur serment, contre moi, Tommy Recco. Pourquoi, selon vous, persiste-t-il à dire qu'il est innocent? Alors il y en a probablement plusieurs. Le premier ressort, c'est de maintenir aux yeux de sa famille, aux yeux des siens et à ses propres yeux ce caractère d'innocence. Le deuxième ressort, c'est de ne pas être confondu. Tous ces crimes répondent à cette logique et au fond, il y a chez lui ce qu'on appelle un clivage très important entre une partie de sa personnalité qui est pseudo-normale, pseudo-adaptée, à l'aise, séductrice, et une autre qui s'exprime uniquement dans des conduites. Et ça, c'est comme si c'était sa part d'ombre, et que cette part d'ombre lui échappait d'abord à lui-même, et qu'il fallait à tout prix qu'elle échappe à tout le monde. Et donc, vous savez, l'histoire de la criminologie est pleine de ces déséquilibrés, de ces grands psychopathes qui vous convaincraient de leur innocence et vous feraient signer des pétitions et vous serez certain qu'ils n'ont rien fait. Et donc, il a cette capacité, cette aptitude à convaincre un certain nombre de personnes qu'il est plus blanc que blanc. Et d'ailleurs, plus blanc que blanc, c'est ce qu'il dit. Il dit « je suis plus innocent que le Christ ». Donc, c'est ce qu'il a clamé à son procès. Donc, il y a quelque chose de la défense irréductible envers et contre tout, de cet aspect de sa personne coupé de ce qui s'exprime dans ses passages à l'acte criminel. Aujourd'hui, vous continuez d'aller Voilà. voir, c'est ça? De moins en moins, puisque vous avez des contacts avec j'ai des eux. contacts. Voilà. J'ai toujours de contacts. Qu'est-ce que vous voulez faire? Malgré tout, c'est mon père. On dira ce qu'on veut. C'est sûr que c'est atroce, c'est abominable, mais malgré tout, c'est mon père. Je ne peux pas non plus lui fermer la porte. Je serai là jusqu'au bout, quoi, comme on dit. Moi, j'aurais préféré qu'ils disent la vérité. Voilà, moi je dis, voilà, j'ai fait ça, mais à culpa, je vous donne pardon, voilà, ça encore. Mais de nier, je sais pas, c'est dur quand même
un moment donné, il faudrait qu'il se remette en cause et qu'il y ait un autre comportement. Parce que c'est négatif, ce comportement. Puisqu'il a été jugé, donc... voilà, c'est pas évident à le dire, mais c'est pas évident. Lors du dernier procès, l'avocat d'une des 3 jeunes femmes tuées au supermarché de Béziers avait lancé à Tommy-Recco « Je souhaite que ton âme erre éternellement au-dessus du golfe de Propriane, que ces 3 jeunes femmes t'en interdisent l'accès. » Tommy-Recco reverra-t-il un jour Propriane? La Cour de cassation a rejeté ce 31 octobre 2018 le pourvoi formé par ses avocats après le refus de la Cour d'appel de lui accorder une liberté conditionnelle. Reste le recours en grâce présidentielle, une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ou une suspension de peine pour raison médicale. Tommy-Recco a peu de chances de retrouver un jour le golfe du Valinque.